Alliot, maire de Perpignan, mais aussi vice-président du Rassemblement national et docteur en droit, tiens. Oui. Je le rappelle parce qu'on va parler droit dans cette émission. Le trafic de drogue, la violence, ça c'est le premier sujet. Il y a deux gros sujets finalement, c'est la France confrontée à ce trafic de stupéfiants et puis les élections américaines, nous en parlerons aussi évidemment. Louis Alliot, la lutte contre le trafic de drogue, tout le monde avance des solutions. Vous avez vu ça, c'est une foire de... mais quelle est la solution ? Il n'y en a pas une solution. Alors d'abord... Vous êtes maire d'une ville, vous êtes confronté à cette problématique-là, à ce phénomène. Depuis 4 ans, je passe mon temps à donner des consignes, et la police municipale s'en charge de démanteler les points de deal. Bon. Ça ne peut fonctionner que si vous avez une articulation police municipale, police nationale et un parquet qui réagit. Là, ça fonctionne, on obtient des résultats. Oui, mais vous obtenez des résultats provisoires. Attendez, laissez-moi. Exactement. Mais ce qu'on ne fait pas en France, et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, c'est qu'il n'y a aucune campagne de sensibilisation aux dégâts de la consommation de stupéfiants, quel qu'il soit. Et de ce point de vue-là, moi je m'interroge. Et en fait, quand on creuse un peu, j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait tellement de consommation, y compris un peu partout dans le personnel, y compris dans le personnel politique, parce que personne ne veut s'en occuper. Mais ça crée des situations absolument intenables. Le trafic, derrière le trafic de drogue, vous avez de la prostitution, vous avez du trafic d'armes, vous avez, pourquoi pas, de l'islamisme radical dans certains endroits. Enfin, vous avez tout un éventail, une panoplie de conséquences. Mais tant qu'on ne mettra pas de la pédagogie dans les écoles pour sensibiliser sur les dangers, tant qu'on n'ira pas voir les consommateurs en leur disant quand vous consommez de la coke ou de ce qu'ils veulent, vous alimentez des réseaux qui exploitent des enfants, des femmes, etc. Tant qu'on ne fera pas ça, eh bien on courra finalement derrière les dealers en permanence sans régler la solution. J'ajoute qu'enfin, et c'est là le plus inquiétant, c'est un problème de santé publique. Car la drogue, alors on sait le tabac, on sait que le tabac a ses conséquences, on sait que l'alcool a ses conséquences. La drogue, elle a des conséquences psychiatrique. Et moi, j'ai discuté avec des psychiatres, j'ai discuté aussi avec des gens du parquet de Perpignan. Il y a des situations physiquement irrécupérables. Et irrécupérable, ça veut dire des soins, et qui dit soins veut dire garantir ses soins, financer ses soins, et qui paye tout le monde. Donc, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, la prévention, absolument. Surtout, moi, indispensable. Indispensable. C'est indispensable. Dès le plus jeune âge. Alors, parce que j'ai vu quand même Jean-Philippe Tanguy nous dire le consommateur de drogue doit être envoyé en prison, même pour de courtes peines. C'est impossible, ça. C'est-à-dire qu'on n'a déjà pas de place en prison. Mais si vous voulez, ce qu'a voulu dire, je pense, Jean-Philippe, c'est qu'il faut responsabiliser le consommateur. Non, mais enfin, mais ne serait-ce que de lui mettre... On envoie en prison des millions de consommateurs. Ne serait-ce que de lui mettre une amende et que ces gens-là rentrent dans un fichier des addictions. Parce que on est dans l'addiction, là. Il faut lutter contre cette addiction. Si on ne lutte pas contre ça, mais moi je pense que la consommation, elle est massive en France. Parce que j'entendais ce matin 240 000 personnes qui vivent peu ou prou directement du trafic dans les rues. Ça veut dire que s'il y en a 240 000, vous en avez 10 ou 20 fois plus ou 100 fois plus qui en consomment. Et c'est de cela dont il faut s'occuper, en plus de démanteler. Et enfin, j'avais oublié, allez voir les pays d'origine, parce que cette drogue-là, elle n'est pas fabriquée en France. Hein. Elle arrive bien de quelque part. Donc, mettre tous les consommateurs en prison, c'est pas une solution. Ça me paraît difficile dans l'état où sont nos prisons aujourd'hui. Difficile, moi aussi. Bien, mais autre chose. J'ai entendu aussi un élu de la République nous dire il faut envoyer l'armée. Il n'est pas le premier à le dire, d'ailleurs. Il y a beaucoup qui l'ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est Carl Olive qui dit ça. Ça dépend député. où. Si vous envoyez l'armée ? Si vous faites venir l'armée à Perpignan, vous n'allez pas faire grand-chose. Dans certains quartiers où les mafias dirigent les entrées et les sorties des quartiers pour maintenir leur trafic, et pas que de drogue, etc., sur des actions ponctuelles, peut-être un jour ce sera nécessaire. Et on n'est pas loin. Voilà. Alors, la généralisation de ça, je ne crois pas, mais ponctuellement, dans des quartiers ciblés, pour démanteler
appartement par appartement, cave par cave, tout ce qu'il peut y avoir, un jour vous verrez que la France y arrivera. Pas de retour de la taxe d'habitation, dit Catherine Vautrin, la ministre des Territoires et de la décentralisation. Mais elle est favorable à une participation au fait de vivre dans une commune, ville ou village. Il faut une participation pour, finalement, participation des citoyens pour participer à la vie communale, financer en quelque sorte la vie communale, une contribution, c'est ce que demande l'Association des maires de France, une contribution en fonction de ses moyens, évidemment. Moi, je pense qu'il faut une refonte complète de la fiscalité et arrêter de dire il nous faut des contributions. C'est comment elles commencent ces contributions. Souvenez-vous la CSG, elle a commencé à 1%. C'était provisoire, et puis elle était provisoire. Voilà, exactement. La CRDS aussi. Donc il faut remettre à plat le système fiscal français, parce qu'aujourd'hui, l'air de rien, localement, tout ne repose que sur la fiscalité des propriétaires. C'est la taxe foncière aujourd'hui qui fiscalise en quelque sorte les habitations. Les locataires n'ont pas ce souci-là. Et donc de ce point de vue-là, il va quand même falloir tout remettre à plat, parce qu'il y a une fiscalité locale très importante et très lourde. Et en face de ça, on peut pas dire qu'on peut pas jusqu'où, j'allais dire, augmenter les impôts locaux. Moi, je le vois à Perpignan, je serais incapable d'augmenter les impôts qui ne pèsent que sur 4 Perpignanais sur 10. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a 4 Perpignanais qui paient un impôt pour financer l'ensemble des activités. Et Perpignanais riches ne paient pas d'impôts. Il y a des locataires riches. Oui, il y en a sûrement, mais les propriétaires, eux, les payent. Voilà. Moi, je regarde les propriétaires, eux, les payent. Et il n'y a pas que des propriétaires riches. Ah non, ça c'est sûr. Exactement. Ça, c'est encore un autre souci. Oui, budget. La discussion s'achèvera peut-être à temps, ce n'est pas sûr, nous verrons bien. Que va-t-il se passer ? Le texte initial du gouvernement pourrait être transmis au Sénat, si la discussion ne s'achève pas à temps, qu'il le travaillera, puis à la commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée. Quoi qu'il arrive, les députés RN voteront contre ce budget ? Ils voteront contre, oui. Oui, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, quel que soit le texte au bout. Pour l'instant, il n'y a aucune avancée significative sur ce qu'on demandait. Et même sur la niche parlementaire qui a été la nôtre, où il y avait des choses qu'on aurait pu partager avec une partie de cette Assemblée-là, ça n'a pas été voté par pur dogmatisme et idéologie. Et c'est le problème aujourd'hui de cette Assemblée nationale qui ne surfe, si vous voulez, que sur des idées préconçues et qui ne veut pas admettre que en France, 11 millions de personnes ont mis un bulletin du Rassemblement national pour changer de politique. Ce n'est pas rien, 11 millions. Et M. Barnier, lui, le sait, mais il est un peu pris entre le marteau et l'enclume, et je ne sais pas comment ça va se terminer. Bon, est-ce que, vous voterez contre ce budget, est-ce que vous déposerez une motion de censure ? De ce que j'ai compris, non. Mais je allez voter. Non, mais vous êtes vice-président du RN, pardon. Oui, mais attendez, il nous reste un peu de temps quand même. Quoi ? Oui, il vous reste un peu de temps, mais enfin, ça approche, ça va vite. Oui. Le temps passe vite, Louis Alliot. Ça veut dire que vous allez voter contre le budget, on est bien d'accord, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, mais en même temps, vous ne voulez pas censurer le gouvernement, pourquoi ? Il faudra regarder dans ce budget s'il y a des mesures qui sont, contestables dans leur globalité et qui, à nous, ne nous permettent pas de rassurer en quelque sorte notre électorat. Je pense à la sécurité, je pense à l'immigration et je pense au pouvoir d'achat. On regardera ces 3 sujets. Si sur ces 3 sujets-là, il y a des choses qui sont, inacceptables, alors le gouvernement se mettra en situation de subir une motion de censure. Non, mais vous êtes extraordinaire. Vous dites, nous allons regarder le texte, mais nous savons déjà que nous voterons contre. C'est ce que vous m'avez dit. Et après, vous m'avez dit, mais non, nous ne déposerons pas de motion de censure. Moi, j'aimerais comprendre. Parce que tout c'est extrêmement flou dans la position du RN. Pardon, Louis pas Alliot, du tout. La question c'est... Quoi, pas du tout ? On veut le chaos ou on veut pas le chaos ? Bon, alors vous, est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement, oui ou non ? Moi, je souhaite que dans la situation qui est la nôtre, le gouvernement réfléchisse à 2 fois et admette un certain nombre de propositions que nous poussons. Voilà. Si ces propositions sont dans le budget, qu'on les retrouve par les mesures, à ce moment-là, la chose sera entendable. Mais si on continue à dire, on discute, mais de toute façon, à la fin, ça fera du 49.3, il y aura une motion de censure, ce sera celle de la gauche. Et vous la voterez ou pas ? Je peux pas vous le dire maintenant. Non, mais est-ce que le RN pourrait voter cette motion de censure de la gauche ? Par le passé, on a déjà voté des motions de censure de la gauche. Alors vous avez un peu évolué, là.
là. Au début, vous me disiez non, et puis maintenant, vous me dites c'est possible. Je vous ai dit, ça dépend de ce qu'il y a dans le budget. Oui, voilà. Bah ça, oui, ça, oui, mais c'est important. Oui, nous sommes des pragmatiques. Vous êtes des pragmatiques jusqu'à pouvoir voter avec LFI, quoi. Non, mais attendez, c'est pas une histoire de voter avec LFI, on n'est pas comme eux. Nous, c'est de voter pour des mesures qui sont contraires à ce que souhaitent nos électeurs. On est surtout, j'allais dire, précautionneux de savoir ce que nos électeurs souhaitent. Je pense qu'ils souhaitent effectivement que ce budget ne soit... On vote contre, ça c'est sûr, mais peut-être ne souhaitent-ils pas que nous allions jusqu'à la motion de censure, et c'est tout ce qui va se jouer... Pour faire tomber le gouvernement. Exactement, c'est tout ce qui va se jouer dans le mois qui arrive. Est-ce le moment de faire tomber le gouvernement? C'est pour ça que je vous dis, tout ça se pèse, se mesure. Bon, Louis Alliot, les retraites. Le RN a un peu fluctué sur les retraites. Hein. Maintenant... Louis Alliot, ne me dites pas que le RN n'a pas fluctué. C'est les journalistes qui n'ont pas voulu. Oh non, Louis Alliot. Vous voulez que je reprenne? Non, mais toutes les déclarations. Non, Là, non, vous n'allez pas. Non, vous êtes passé 60 ans, puis 62, puis ça, vous êtes revenu. Oui, mais d'une présidentielle 2017 à la présidentielle 2022. Oui, mais vous avez fluctué, donc. Bon, alors aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, si j'ai bien compris, votre position, c'est très simple. 40 ans de cotisation, on est bien d'accord? Pour ceux qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans, ou jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est ce que prévoit la réforme, hein, déjà. Oui. Enfin, bon, d'accord. Bon, et au-delà de 20 ans, on cotise combien d'années? Au-delà de 20 ans, on cotise 42 ans. Voilà. C'est-à-dire, si je pars à la retraite, si j'ai commencé à travailler, à 22 ans, 42 ans de cotisation, je pars à la retraite à 64. À taux plein, oui. Ouais, à taux plein, à 64. Donc, vous êtes d'accord avec 64 ans. Si j'ai commencé à travailler à 24 ans, je pars à la retraite à 66 ans. Vous pouvez partir à la retraite à 62 ans, mais le taux plein, effectivement, vous ne l'aurez qu'à proportion de ce que vous avez cotisé. Donc 66 ans. C'est tout. Voilà. Bon, d'accord. Ça me paraît... Au moins... Non, mais au moins c'est clair. Mais c'est vrai, on tente d'expliquer ça depuis longtemps, mais on est vous avez évolué quand même. Non, parce qu'en fait, on est le chiffon rouge pour un certain nombre de milieux. Vous êtes encore à la retraite à 60 ans, et on a toujours dit nous, c'est pas l'âge qui est important, c'est le nombre de cotisations, le nombre d'années de cotisation. La durée de cotisation. La durée de cotisation. Bien. Est-ce que le RN a engagé un tournant libéral sous l'impulsion de Jordan Bardella? Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, mais... Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé les votes. Vous avez voté contre le retour de l'ISF. Oui, mais pour le substituer par un autre impôt sur l'IFI. Un impôt sur les surdividendes, c'est ça. Les surdividendes. C'est un peu compliqué, ça. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait, par exemple, de l'argent sur le Covid. Oui. Voilà. Bon. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a un retour? Il n'y a pas de débat au sein du RN entre la ligne Marine Le Pen... que vous soutenez, et la ligne Bardella? Franchement. Il y a toujours des débats sur la macro ou sur la microéconomie. Bon. Moi, j'ai toujours été d'ailleurs, du temps... Vous êtes sur la ligne Marine Le Pen? Mais ça dépend pourquoi. Parce que Marine Le Pen, c'est sa ligne générale. Donc on est évidemment sur la ligne de Marine Le Pen. Mais mon prisme est plus tourné, j'allais dire, vers les artisans, les commerçants et les petites entreprises, tout simplement parce que de là où je suis, c'est-à-dire en tant que maire à Perpignan, c'est ceux que je vois évoluer sous mes yeux, en quelque sorte, avec les difficultés qui sont les leurs, et peu de politiques leur parlent. Alors c'est bien que Jordan Bardella leur parle, parce qu'aujourd'hui ils sont dans des situations très difficiles, et que malheureusement on parle toujours des grandes entreprises, des dividendes, des actionnaires. Pour celui qui vous vend le pain, qui vous vend l'épicier du coin, le quincaillier, ou l'agriculteur, ou le plâtrier, ou cela, jamais personne n'en parle, et moi je m'occupe d'eux en priorité. Bien, élection américaine, demain, vous voteriez Donald Trump ou Kamala Harris? Vous ne savez pas, quoi. Je sais pas, je voterai sûrement Trump. Oui, voilà. Malgré ses outrances. Oui, malgré le personnage un peu fantasque qu'il représente, mais moi je regarde aussi ce qu'il y a derrière. Et le niveau d'agressivité et de guerre qu'il peut y avoir en maintenant les démocrates au pouvoir. L'esprit de vengeance est compatible avec la démocratie? Non, ça je ne le crois pas en revanche. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un personnage très particulier. Mais je remarque que quand il y a eu Donald Trump, il n'y a pas eu d'agression, par exemple, russe dans un certain nombre de pays. La Géorgie, c'était Bush. Sous Obama, c'était la Crimée. Et en Ukraine, c'est sous Biden. Avec Trump, au moins, je pense que les guerres s'arrêteront, ou en tout cas, qu'elles ne seront pas gérées de la même manière. C'est au moins ça. Après,
Je n'attends rien, ni des démocrates, ni des républicains, parce que tout ça se fera sur le dos de l'Europe quand même. Il faut en avoir conscience. Nous sommes dans une guerre économique mondiale, et dans cette guerre économique mondiale, que ce soit l'un ou l'autre, ils ne nous feront aucun cadeau. Il faut en être conscient. Est-ce que Perpignan est menacé, comme Valence, par des inondations catastrophiques? Alors, il y a eu l'inondation, ce qu'ils appelaient l'Aiguade de 40. Oui. Et qui a emporté une partie de Perpignan, mais ils ont fait un barrage en amont. Il y a eu quand même une gestion, j'allais dire, de la Tête, qui est la rivière qui descend. Et donc, on peut espérer que non, mais tout est possible. Oui. Tout est possible parce que à ce niveau-là de Comment catastrophe. ça fonctionne l'alerte ? Par exemple, à Perpignan, comment ça fonctionne? Parce qu'à Valence, on a reproché, évidemment, aux autorités locales de ne pas avoir donné l'alerte suffisamment tôt. C'est des questions qui se posent. C'est sirène et SMS. Oui. Comment faites-vous? Sirène, SMS? C'est pas moi qui fais, c'est le centre, c'est la préfecture. Oui, la préfecture, Mais pour tout vous dire, il y a peu d'exercices. Il faudrait peut-être des exercices aussi pour sensibiliser la population à un certain nombre de gestes. Ça commence à se faire, on le fait déjà. Hein. Oui, et travailler sur la construction. Moi j'ai un élu qui est travailler sur la construction, Louis Alliot. Et travailler sur la construction, oui, mais travailler sur la construction d'une manière intelligente. Hein. Ce que peut-être à Valencia, je crois qu'il y avait eu déjà des dégâts en 57, qu'ils avaient détourné la rivière qui passe dans Valencia, et c'est pas elle qui est en cause, c'est des digues qu'on a enlevées d'ailleurs, et qui ont permis à l'eau d'envahir une partie de Valencia sur les banlieues et pas sur le centre-ville. Bon, je terminerai avec votre procès, le procès, enfin pas que le vôtre d'ailleurs, des assistants parlementaires, des élus du Front National, c'était le Front National à l'époque, procès en cours. Alors, votre assistant parlementaire, quand vous étiez député européen, travaillait au siège du parti, mais était payé par l'Union européenne. C'est bien ça, c'est bien les accusations. Hein. Non, mais il travaillait au siège du parti, comme il avait le droit de le faire. Oui. Et 2650 € par mois, c'est ça? 1950 € net. Ah, net, oui. Voilà. Bon, payé par l'Union européenne. Oui, mais il travaillait pour moi en tant que député européen. Et il faisait quoi? Il gérait pour le coup mon courrier, puisqu'il n'a travaillé qu'en tout 2 mois d'essai, 2 mois de préavis. Il a travaillé 4 mois, et une grande partie de son temps, il travaillait pour moi à me trier le courrier, et je le voyais tous les jours, puisqu'il y avait le bureau à côté du mien. C'est ce que j'expliquais au tribunal. Oui, mais trier le courrier, parfaitement. Il faisait mon secrétariat. On est en cours d'installation, c'est un attaché parlementaire d'un député, il fait ce que le député lui demande, tout simplement. L'enquête n'a montré aucune trace du travail de ce monsieur qui s'appelle Laurent Sall, je crois. Pour une raison simple, c'est que mes assistants sont à Perpignan, et ceux-là, ils sont engagés sur le terrain, ou à Bruxelles, et ceux-là sont engagés sur les textes à Bruxelles. Mais moi, je ne vais pas me transformer en procureur, que les choses soient très claires. Louis Alliot, je vous pose simplement une question, j'ai vu vos déclarations, vous dites je fais confiance en la justice. On peut dire que ça. Oui. Si on ne fait plus confiance à la justice, on peut tous aller se rhabiller. Vous faites confiance en la justice en toutes circonstances? En toutes circonstances, il y a évidemment des choses choquantes. Quand par exemple, on arrête un dealer dans un squat, et que ce squatteur, avec de l'argent des espèces, est remis en liberté par les juges, à ce moment-là, je ne dis pas je fais confiance à la justice, parce que manifestement, il y a un problème. Donc, mais je veux bien croire que dans cette affaire-là particulièrement, la justice dira la réalité. Parce que j'ai amené un point au tribunal, évidemment, que les médias n'ont pas mentionné. Allez-y. C'est ce qui est toléré par le Parlement français semble ne pas l'être par l'Assemblée parlementaire européenne. Et ça pose un problème de droit fondamental. Et d'ailleurs, la présidente du tribunal m'a posé une question. Alors, pour vous pensez que monsieur qui est sur l'organigramme d'un parti dans un service communication peut être aussi attaché parlementaire? Eh bien, à cette question-là, quand vous regardez le droit français, le droit de l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est oui. Quand vous regardez l'Assemblée parlementaire européenne, c'est non. Voilà. Parce que la différence, c'est que la France, c'est la France et l'Europe, c'est pas la France. On est député français. Louis Alliot. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça. Et que l'argent est européen. Oui, alors l'argent européen, je vous signale... En partie français, mais pas que français. Non, pas en partie français. On donne à l'Europe 9 milliards de plus que ce que l'on reçoit. Alors, faut arrêter de dire ça. Il n'y a pas que de l'argent français au niveau européen, vous le savez. D'accord, mais je vous dis qu'on donne beaucoup
plus que ceux que l'on reçoit. Mais là, c'est un contrat de droit français, nous sommes des députés français au Parlement européen, et il est quand même absolument incroyable de savoir si vous relevez du droit de l'Assemblée, enfin, qui prévaut à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. C'est quelque chose de fondamental sur le fond, parce que de cette question-là, peut-être demain, il y aura d'autres conséquences pour d'autres professions. Bien, merci Louis Alliot d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h56. Nous sommes avec Patrick Roger, juste après les informations de 9h.